Bon, bonjour à tous. Donc, on a, avec Déclic, commencé une opération de communication sur le changement climatique en Martinique, le futur du climat en Martinique, selon la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, Martine, cette année, m'a demandé de faire un double exercice. À la fois, bon, il se trouve, comme beaucoup de vous, je suis ingénieur météo, responsable de la division de recherche et développement à Météo France Afrique Guyane. Donc on a des travaux qu'on mène en Guadeloupe, en Martinique, donc en mardi on est en Guadeloupe pour faire quelque chose d'équivalent à ce qu'on a fait aujourd'hui à peu près. Et en Guyane, ça avait commencé en fin d'année dernière. Donc l'idée, c'est, le message clé, c'est de dire voilà, il y a quelques années, il y avait un contexte avec chacun qui s'appropriait les résultats du GIEC, et puis des appels à projets, et puis des différences. Parce qu'il y a une partie de la Martinique, communauté de communes du Sud, qui choisissait le scénario le plus pessimiste, enfin où il y avait le plus d'émissions de gaz à effet de serre, puis l'autre, le scénario médian. Enfin voilà, c'était un peu. Voilà. Donc là, il y a un changement qui s'est opéré, qu'on va vous présenter. Donc il y a à la fois un aspect politique, dans la manière dont l'État veut traiter la question de l'adaptation du territoire. Il y a un aspect scientifique, c'est-à-dire un rattrapage qui fait que tous les outre-mer maintenant disposent d'une vision TRAC, une vision donc trajectoire d'échauffement. Et voilà, donc je vais passer la parole à Jérémy. Juste un point pour dire que Martine m'a demandé de faire un exercice. Je trouve que, comme vous aussi, j'ai en fait aussi une activité de recherche en sciences humaines et sociales. Donc elle m'a demandé d'introduire avec un collectif de sociologues avec lesquels je travaille. Il y a Serge Domi qui est par là, que j'ai vu. Serge, tu es là. Voilà, donc j'introduis le travail et laisse Jérémy vous parler de la partie changement climatique, et ensuite je prendrai un peu de temps avec Serge pour introduire la réflexion sur est-ce que la Martinique s'adapte, est-ce que, considérant le contexte socio-historique de la Martinique, est-ce qu'on est prêt et comment on va y aller. Donc, une réflexion qu'on va mener avec Serge et le collectif que je présente. Voilà, je te passe la parole, Jérémy, et merci de votre attention. Donc, on a commencé le 13 mars avec plutôt les techniques des collectivités territoriales. Donc, je vois quelques-uns qui viennent 2 fois, donc je suis content. On a fait une conférence hier pour les scientifiques au lycée de Bellevue. Donc, c'était plutôt les organismes scientifiques, les étudiants, les chercheurs. Il faut dire que les données sont faites en droit pour les utiliser. Et aujourd'hui, donc, notre propos est ajusté. Vous allez nous dire si on n'est pas trop à se noyer dans la science et à passer du message clé. On a ajusté par rapport à hier. On pourra avoir le retour de votre part pour améliorer nos discours pour chaque public, parce qu'il faut s'adapter à chaque public. Et donc, on sera demain aussi avec un petit stand, voilà, si vous voulez revenir, avec quelque chose de plus peut-être ludique. Voilà. Merci Jérémy et merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique en Martinique. Donc la TRAC, c'est un changement dans la manière d'aborder le changement climatique. L'idée, c'est de se doter d'un cap que l'on doit suivre, un cap unique basé sur des niveaux de réchauffement. Donc la TRAC en métropole existait déjà, seulement il n'y avait pas de TRAC pour les Outre-mer. Donc il y a eu un gros projet à Météo France qui s'appelait SOCLOEL. Durant ce projet, le calculateur destiné à la recherche a exclusivement que traité les Outre-mer, donc pour faire tous les calculs liés au changement climatique. Donc on a fait tourner tous les modèles afin de pouvoir proposer une TRAC pour chacun des territoires d'outre-mer. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les travaux de la TRAC. Donc on ne va pas vous bassiner avec vraiment la méthodologie de la TRAC, en fait, qui est assez compliquée, mais elle peut être visible dans les travaux d'Aurélien Vive et de Lola Cor de 2024. C'est très détaillé. Mais on ne va pas présenter tout ça aujourd'hui. On va vous présenter vraiment ce qu'est la TRAC, les niveaux de réchauffement pour la Martinique.
On va vous présenter aussi les données accessibles, parce que Météo France fournit les données nécessaires pour travailler sur le changement climatique et a fait des portails sur lesquels en fait on peut à différents niveaux regarder soit des notes, soit regarder des cartes animées, ou alors directement aller dans le cœur du sujet, c'est-à-dire télécharger la donnée. Ensuite, on va vous présenter les premiers résultats. Donc c'est vraiment une version allégée par rapport à ce qui a été présenté hier soir. Et ensuite, on va vous parler des perspectives et ensuite on passera aux questions. Donc avant tout, un petit élément de contexte qui est le décret tiré du Code de l'environnement, donc l'article 229-2, qui est paru le 23 janvier dernier, pose finalement les conditions un petit peu de la TRAC. De 1, la TRAC, c'est la fourniture en fait, de degrés de réchauffement situés à des horizons temporels. Donc on verra qu'il y a 3 horizons temporels: l'horizon 2030, l'horizon 2050, l'horizon 2100. Donc les horizons temporels, c'est des plages situées à plus ou moins 10 ans autour de chaque année que j'ai située. Ensuite, chose qui a beaucoup changé, en fait, c'est que cet article stipule qu'il n'y a qu'un seul fournisseur de données, c'est Météo France. Alors l'idée, pourquoi finalement avoir cadré sur cette fourniture de données? On va prendre l'exemple de la Martinique, c'est un territoire insulaire. Il y avait il y a quelques années des études qui étaient faites directement à partir des modèles globaux. Donc on a pu lire des rapports qui étaient faits à partir des modèles globaux. Seulement un modèle global a une résolution spatiale assez lâche, ce qui fait qu'il y avait plus de points modèles qui représentaient la mer plutôt que la Terre. Ce qui posait d'énormes problèmes parce que la Terre réchauffe plus vite que l'océan, et sur un territoire tel que la Martinique, il y a un relief qui est très présent et donc qui influence énormément la climatologie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un cadrage, pour que finalement il y ait une sélection de modèles et aussi une descente d'échelle qui permet réellement de pouvoir poser un discours sur le changement climatique. Ensuite, donc la TRAC, une seule trajectoire, donc un cap à suivre. Ce cap à suivre, il n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi surtout par rapport à ce qui s'est passé depuis les années 90. Donc, dès le deuxième rapport du GIEC, il y avait du multi-scénario et des scénarios avec ce qu'on appelle un narratif socio-économique. Et ce qu'on a vu en fait, sur les 30 dernières années, c'est que finalement la trajectoire de réchauffement qu'a suivi la Terre, c'est l'équivalent du scénario médian, du scénario moyen. Et donc l'idée, pour ne pas avoir une multitude de scénarios, qui est très dur en fait à utiliser si on veut avoir une politique d'adaptation, on a préféré, en fait les politiciens ont préféré avoir un seul et unique scénario, un seul et unique cap à suivre pour s'adapter. Donc d'où la TRAC. Donc ça repose, donc le choix des niveaux de réchauffement s'est fait en fonction de plusieurs travaux scientifiques, dont ce rapport de l'ONU qui prévoit
à l'horizon 2100, une augmentation de la température moyenne du globe de 3,1 degrés. Donc là, il y a eu finalement un petit arrondi, donc on a choisi 3 degrés pour l'horizon 2100. Ensuite, on a choisi le premier horizon, on a choisi 1,5 degré qui correspond aux accords de Paris, et on a choisi un niveau intermédiaire qui est le 2 degrés. Donc on a 1 degré 5, 2 degrés et 3 degrés. Donc nous avons nos 3 horizons à l'échelle globale. Seulement, tout à l'heure, j'évoquais le cas insulaire de la Martinique. On voit que le niveau de réchauffement global, en fait, ne permet pas de poser un discours sur le climat aux différents horizons, sur un endroit précis, sur une région précise. Donc, il faut une descente d'échelle. Et c'est donc pour ça qu'il y a eu le projet SOCLOM, qui permet d'avoir un discours, cette fois-ci régional. Donc là, cette diapo fait référence aux 4 scénarios du GIEC, les 4 SSP. Donc on voit bien 5 traits, mais dans la littérature, on dit qu'il y a 4 scénarios. La courbe la plus en dessous correspond à un scénario qui correspond aux accords de Paris, donc le 1,5 degré. Les 1,5 degré étant maintenant inatteignables, il y a le scénario 1 bis. Et la courbe juste au-dessus, qui correspond finalement à un plus 2 degrés à l'horizon 2100. Ensuite, nous avons la courbe orange, qui correspond au scénario médian. Donc, ça sera la fameuse trajectoire du GIEC. La trajectoire en fait de la traque. Alors, on voit qu'il y a une condition dans la traque qui est assez importante. Ce graphique correspond aux émissions de CO2. On voit que la condition en fait assez importante, c'est qu'on prévoit une diminution des émissions de CO2 dans la traque. Ça veut dire qu'il y a à la fois une politique d'adaptation, mais aussi une politique de réduction des émissions. Ensuite, on a le SSP3. Donc le SSP3, c'est un scénario dans lequel il y a beaucoup d'inégalités dans le monde. Il y a quelques conflits. Quelque part, c'est un peu la trame actuelle, parce que on voit qu'il commence à avoir des tensions sur des énergies. Et ensuite, on a le scénario SSP5, 8.5. Donc le scénario, le pétrole est roi, on ouvre les vannes, on consomme. Donc le scénario dit du pire. La problématique, finalement, pour les gens qui doivent prendre des décisions, c'est que finalement, d'un scénario à un autre, on a des résultats, mais totalement aux antipodes, et c'est très très dur de pouvoir prendre des décisions lorsque finalement on a tous les ventails des possibles. Donc c'est avant tout pour ça qu'il a été décidé d'avoir une traque en suivant un scénario intermédiaire. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est produit depuis 30 ans. Par contre, rien n'exclut que dans les années à venir, on change légèrement de cap si on voit que les politiques d'émission n'ont pas suivi. Donc nous retrouvons nos 3 niveaux de réchauffement, plus 1,5 degré, 2 degrés, etc. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe aux Antilles. Seulement, derrière la traque, il y a des hypothèses. En fait, une des hypothèses assez fortes, c'est que si on arrive par exemple à 3 degrés de réchauffement, le climat de ces 3 degrés est totalement indépendant de la manière et du temps qui a permis d'atteindre ces plus 3 degrés.
C'est-à-dire que on fait vraiment fi du scénario. Et il y a eu des travaux scientifiques en fait, qui ont appuyé cette hypothèse. C'est que si on s'intéresse vraiment aux variables climatiques, température, pluie, humidité et vent, ce qui est surtout important, c'est le degré de réchauffement du niveau planétaire. Alors, cette hypothèse fonctionne pour ces variables-là, ces variables climatiques et météorologiques. Seulement, il y a des variables, notamment surtout liées aux océans, qui ne permettent pas d'utiliser ces hypothèses, notamment l'élévation du niveau marin. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut prendre en compte, dedans, il y a la thermodynamique. En fait, si on prend un glaçon qu'on met dans une pièce à 50 degrés, si on le laisse 10 minutes ou 1 heure, en fait, il ne va pas se passer la même chose. En fait, c'est à peu près ça l'idée. Donc, et bien là, nous arrivons au moment attendu, c'est-à-dire vraiment les degrés, les niveaux de réchauffement au niveau des Antilles par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, si la température du globe atteint 1,5 degré, au niveau des Antilles, on aurait 1,4 degré. Si la température atteint plus de degrés à l'échelle du globe, on aurait une élévation de température aux Antilles de plus 1,9 degré. Si on atteint plus 3 degrés à l'horizon 2100, on aurait aux Antilles plus 2,7 degrés. Donc, ça, c'est un résultat en fait, qui a été obtenu à partir de celui-là, parce que les modèles régionaux en fait, sont très coûteux en termes de calcul. Donc, on travaillait sur une référence temporelle de 91 à 2020. Et c'est ensuite, via des calculs qui sont décrits justement dans la publication de l'OLACOR de 2024, qui nous explique comment passer sur une autre échelle, une autre référence de temps, donc la référence industrielle. Donc, si l'on se place sur le référence temporel de 1991-2020, nous avons finalement plus 0,6 degrés si on atteint un réchauffement planétaire de plus 1,5 degré, mais avec la référence industrielle. Ensuite, plus 1,1 degré à l'horizon 2050, plus 1,9 degré à l'horizon 2100. Ensuite, au niveau des incertitudes, ce qu'on appelle les incertitudes, c'est plutôt des plages de valeurs. En fait, c'est indiquer les quantiles 10 et les quantiles 90 à chaque fois. Donc, précédemment, en fait, nous avions pour le territoire de la Martinique des anciennes simulations basées sur Arpège Climat. Arpège Climat, en fait, qui a été fait à partir d'une grille dite irrégulière, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus lâche en définition au niveau de l'Australie, mais par contre, au niveau des Antilles, nous avions une définition de 15 km. C'était déjà énorme pour l'époque, en fait. Il n'y avait pas mieux en termes de définition spatiale. Donc ça, c'était le modèle, mais nous faisions aussi à la station une descente d'échelle statistique, c'est-à-dire que le modèle était recalé par des stations, et c'est ce recalage en fait qui nous donnait une meilleure projection jusqu'à 2080. Là, nous sommes passés, donc ça c'est l'ensemble des modèles SOCLOM pour la Martinique. Donc nous avons 27 modèles en tout, donc 18 modèles régionaux, 8 modèles globaux, 8 modèles régionaux et un modèle à haute résolution à Rome Climat, à 2,5 km de définition. Tout, donc ça c'est une descente d'échelle
dynamique, c'est-à-dire que c'est un vrai modèle qui donne la résolution de 2,5 km. Et là, tous ces modèles-là, donc les modèles globaux et régionaux, on a fait une descente d'échelle statistique, mais cette fois-ci, c'est une autre méthode. On ne descend pas à la station, mais on fait à la fois une descente d'échelle et une spatialisation à 2,5 km. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de modèles pour la Martinique de 27 modèles avec une résolution dynamique ou statistique de 2,5 km. Donc, pourquoi plusieurs modèles ? C'est parce qu'un modèle, ça donne une estimation. Par contre, nous, on veut faire de la climatologie. Donc, 27 modèles donnent une tendance. Et donc, c'est pour ça que ça donne un discours beaucoup plus robuste que les précédentes simulations. Donc, j'ai oublié de préciser, les précédentes simulations, il y avait un modèle, mais par contre, il y avait ce qu'on appelle 5 membres, c'est ça ? Donc, c'est-à-dire qu'on mettait des petites perturbations dans le modèle pour avoir finalement une petite dispersion du modèle pour avoir des incertitudes. Mais avec 27 modèles, c'est beaucoup plus robuste. Et là, on peut commencer à faire des statistiques assez concrètes. Donc, pour accompagner ces résultats, nous avons mis des notes. Donc, c'est des notes sur la traque. Donc, on va décrire le climat passé et le climat futur. Donc, le climat passé sur des stations, ça c'est important, c'est des stations qui sont homologuées pour pouvoir parler du changement climatique. Parce que tout à l'heure, on va parler d'indicateurs, mais il faut savoir qu'on ne peut pas parler de toutes les tendances climatiques et surtout liées au changement climatique avec toutes les stations. Donc, il est très difficile de comparer le modèle avec n'importe quelle station, par exemple celle de la Trinité ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit une station qui réponde aux normes de l'Organisation mondiale de la météorologie. Ensuite, il y a des cartes interactives qui ne sont pas encore disponibles et qui vont bientôt arriver pour la Martinique, où on peut regarder la médiane des modèles, mais aussi le quantile 10, le quantile 90. Et sur n'importe quel point de la grille du modèle. Ensuite, donc ça c'est plutôt le dernier point, c'est plutôt pour les professionnels, où on peut adapter, pas adapter, mais on peut extraire, pardon, les 27 modèles, et là on peut, si l'on le souhaite, en fait, faire des études de vulnérabilité ou d'adaptation, ou travailler sur les impacts sectoriels. Donc ça, c'est finalement une capture d'écran de DRIAS. On voit que les données sont déjà en ligne, et il y aura bientôt une seconde ligne sous les données de projection de la Martinique, notamment avec des indicateurs. Donc des indicateurs qu'on va vous présenter, tous ces indicateurs-là seront présents sur les cartes interactives, mais aussi en téléchargement pour ceux qui font du SIG ou qui ont besoin de ces éléments-là. Donc ça, c'est la fameuse carte interactive. Et ensuite, un autre portail, donc là c'est depuis hier, on a ces résultats en ligne, c'est Climadiac Commune. Donc si on tape le code postal de la commune, on peut, par exemple là c'est le cas de Fort-de-France, accéder à Fort-de-France et on va avoir tout un tas d'indicateurs. Donc par exemple les nuits chaudes, les jours très chauds, les cumuls de précipitations annuelles, etc. Et aussi certains indicateurs agronomiques et aussi des indicateurs liés au tourisme, par exemple. Donc c'est assez vaste et bientôt, enfin c'est plutôt à l'échelle d'un an, il y aura peut-être un Climadiac agriculture. Comment ? Ah, c'est pas peut-être, oui c'est sûr, on va le faire. Donc là on va plutôt passer.
Alors pour alléger la présentation, on a plutôt fait un poster parce que dérouler tous les indicateurs, en fait, ça prend un peu de temps. Mais s'il y a des questions, on pourra revenir. On pourra revenir plus en détail sur, par exemple, les diapos qui ont été présentés hier. Donc là, c'est un poster qui finalement nous projette à l'horizon 2100. On va trouver en bas plusieurs indicateurs, les jours chauds, les nuits chaudes, les précipitations annuelles, les précipitations lors de la saison sèche, et à différents horizons, donc l'horizon 2030, l'horizon 2050, l'horizon 2100. Ce qu'on voit pour les... Alors, l'indicateur des jours chauds, c'est un indicateur en fait, qu'on positionne à 30, pour les jours supérieurs à 33 degrés. Donc, il faut savoir, par exemple, au Lamentin, on a à peu près 75 jours par an sur une référence de 1991 à 2020. Je vous dis une année vite, c'est nettement de ça. C'est l'année 2024 en fait, qui a explosé les accords, mais on a beaucoup moins de jours chauds que ça. Alors ce qu'il faut voir sur les jours chauds, donc là ce sont des anomalies par rapport à la référence 1991-2020, c'est que les jours chauds le nombre de jours chauds va considérablement augmenter au fur et à mesure du temps, surtout sur la façade atlantique et au sud, la façade caribéenne et surtout au sud de l'île côté Caraïbes. Nous menant jusqu'à, ça serait à peu près un tiers des jours de l'année seraient des jours supérieurs à 33 degrés. Ensuite, au niveau des nuits chaudes, on n'a pas tout à fait le même pattern. Pourquoi? C'est parce que déjà, d'une manière générale, les nuits chaudes, on va plutôt les trouver côté Atlantique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les alizés qui vont pousser finalement des airs chauds provenant de la mer. Donc à la fois en Guadeloupe ou en Martinique, côté Atlantique, on a davantage de nuits chaudes. On retrouve actuellement des nuits chaudes aussi dans les zones urbanisées, donc, qui sont plus liées aux îlots de chaleur urbains. Donc ce que l'on voit au cours du temps, finalement, c'est une augmentation du nombre de nuits chaudes, surtout sur les zones basses, et qui augmente au cours du temps. Et au cours du temps, on voit qu'il se dégage, c'est surtout toute la zone sud de la Martinique, donc là où il y a moins de relief, où on va avoir un nombre croissant de nuits chaudes. Ce qui fait que finalement, sur les zones déjà exposées, ça serait quasiment tout le long de l'année, on aurait des nuits supérieures à 25 degrés. Et donc, si on prend la médiane de la Martinique, en fait, les 2 tiers de l'année connaîtront des nuits chaudes. Donc là, on a vu 2 indicateurs en fait, traitant de la température. Donc, de là, on peut se poser beaucoup de questions en fait, sur l'hyperthermie. Donc ça veut dire qu'on va devoir subir davantage de jours avec des fortes températures. Et puis, associé avec les nuits chaudes, ça sous-entend davantage de vagues de chaleur, car les vagues de chaleur en fait, se définissent comme étant sur une température moyenne. Donc ça veut dire que les gens vont davantage souffrir de la chaleur parce que finalement les calories emmagasinées en pleine journée, on ne peut pas les réguler la nuit parce qu'il fait trop chaud. Donc ça c'est pour les humains, mais après il y a beaucoup de problématiques. Par exemple des journées trop chaudes, là par exemple c'est la DECI, mais pour certaines infrastructures c'est très compliqué, plus de 33 degrés. Par exemple, il y a des câbles qui vont se dilater. Petite anecdote de
de Brest, par exemple, il y a eu un téléphérique qui avait été mis pour traverser la Penfeld, mais on n'avait pas prévu en 2020 en fait, des températures fortes. Le cap s'est dilaté, le téléphérique est tombé en panne. Donc il y a plein d'infrastructures finalement qui peuvent pâtir de températures trop chaudes. Ça peut être les bitumes qui ne sont pas adaptés, etc. Et ensuite, un autre secteur très important qui sera impacté, c'est l'agronomie. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, pour les températures de semis, on a besoin de températures assez faibles la nuit. Pour les tomates, par exemple, l'idéal, c'est 19 degrés. Et donc, on a plusieurs problèmes qui se dessinent. C'est le bien-être, c'est l'industrie et l'alimentation locale, ce qui est d'autant plus important. Maintenant, passons aux précipitations. Donc, c'est peut-être un peu petit, j'imagine, pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à peu près en cumul annuel, non mais ah c'est beaucoup plus gros, ouais. Ah merci. T'es sûr que c'est non? Alors, ouais, c'est déjà mieux. Donc là, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais on va parler vraiment du cycle de l'eau un peu complet. Ce que montrent les projections, c'est avant tout une baisse de cumul annuel de l'ordre de 23%. 23% sur l'année, bon, pour l'instant, on ne se pose pas trop de questions. Ensuite, si on regarde la saison sèche, ben on perdrait quasiment 30%. Ah, donc là, on poinçonne un petit peu plus, c'est un petit peu plus délicat. Ensuite, il y a la saison des pluies qui n'est pas représentée ici, mais on perdrait l'équivalent d'un quart, donc un quart du plus gros volume qui tombe dans l'année. Ensuite, la saison des pluies est raccourcie à peu près d'un mois, parce que le mois de juillet basculerait plutôt sur l'intersaison. Ensuite, on a les périodes de sécheresse qui augmentent. Donc là, à peu près, on augmenterait de 5 jours sur la médiane de la Martinique, ce qui fait que ça fait sur certaines zones, on aurait plus d'un mois de sécheresse par an. Donc, on poinçonne encore. Ensuite, si on regarde finalement les précipitations de 10 mm, ben en fait, elles vont que décroître au fur et à mesure du temps, des précipitations supérieures à 10 mm. Ces précipitations-là sont hyper importantes pour l'hydrologie parce que c'est celles qui rechargent. Et on s'est aperçu aussi d'une chose hyper importante, c'est qu'on aurait moins de précipitations de ces pluies qui rechargent sur les reliefs. Et ça, c'est une problématique pour la disponibilité en eau, celle qu'on utilise. Pourquoi moins d'eau sur les reliefs? Ça veut dire qu'il y a moins de temps de résidence de l'eau. Elle parcourt moins. L'eau s'infiltre moins en altitude. Donc moins de recharge des nappes et aussi moins de recharge des rivières. Donc le tout cumulé fait que les 23% en cumul annuel paraît pas beaucoup, mais si on prend l'ensemble des indicateurs, on arrive finalement à une situation qui serait assez critique à l'échéance 2100 concernant la ressource en eau en Martinique. Donc là, on a traité les températures, les pluies. Donc pour l'instant, dans le modèle, dans le socle OR, on n'a que ces deux variables-là, donc la pluie et la température de disponibles. On aura au cours du temps l'humidité et le vent, donc qui nous permettront d'accéder à d'autres secteurs. On va pouvoir, notamment, par exemple, l'agronomie. Donc l'agronomie, si on se passe, par exemple, si on se place seulement sur, donc on peut voir ça sur Climadiag, par exemple, la canne à sucre, en fait, c'est un peu avantagé pour une augmentation de température. Par contre, les tubercules, on a regardé sur les tubercules vivriers, tels que les lignames, etc., en fait, auraient moins
de jours dans l'année propices à la culture. Donc ça, c'est aussi une vulnérabilité assez importante, en fait, c'est que les trop fortes températures nous demanderaient en fait un changement de pratique assez important si on veut conserver une agriculture vivrière. Ça serait peut-être changer d'espèce ou se focaliser sur des choses qui résistent, qui sont moins vulnérables, des espèces plus résilientes. Et un petit volet sur le niveau marin, donc ce sont des résultats qui proviennent du BRGL, donc à l'horizon 2100, Martinique, ça serait à peu près plus 68 cm, mais c'est le niveau marin, donc ça veut dire qu'on considère qu'on arrive à plus 3 degrés à l'échelle planétaire en 2100. Si c'est plus tard ou plus tôt, en fait le niveau marin ne sera pas de 68 cm. Et là, j'ai encore remettre. Donc ça, c'est un petit... donc, je suis passé par le poster, en fait c'est pour éviter de détailler tous les indicateurs parce que on a passé peut-être 40 minutes hier, je ne sais pas, dessus. Donc c'était pour avoir une version un petit peu accélérée et allégée. Donc là, c'est là où on sort le portable, on prend la photo, parce que je ne vais pas lire tous les chiffres. C'est surtout là ce qu'on remarque, en fait, c'est surtout une augmentation des jours chauds, une augmentation des nuits chaudes. C'est une saison sèche plus sèche, mais c'est aussi une saison des pluies un petit peu moins arrosée, quasiment un quart en moins, mais un quart sur le plus de volume de l'année, c'est beaucoup. Donc c'est surtout là où on va perdre finalement, le plus gros volume sera là de perdu, et on a une diminution de la saison des pluies de l'ordre d'un mois. Ensuite, on augmente, donc ça c'est des valeurs plus 5 jours, c'est la médiane de la Martinique. Hein. Donc il y a des zones où ça serait plus 12 jours, par exemple. Ensuite, les fortes pluies, donc c'est plutôt une diminution des fortes pluies placées à un seuil de 10 mm, c'est plutôt une réduction des pluies qui nous intéressent en fait pour la recharge en eau. Donc sur la médiane de la Martinique, moins 16 jours à l'horizon 2100. Et après, on n'a pas évoqué les fortes pluies, mais il y a la loi de Clapeyron qui stipule que si on augmente de plus 1 degré la température, on augmente de 7% l'humidité. Donc en cas d'épisode de forte pluie, on a évidemment plus de pluie. Par exemple, sur des études précédentes, on a vu que les pluies cycloniques en fait, sont beaucoup plus chargées qu'avant, du fait de l'élévation de la température. Donc là, on arrive à la fin de la présentation. On va échanger un peu avec vos questions. Donc, ce qui est important de se dire, considérant les résultats qui ont été présentés, c'est qu'il y a un cadre maintenant pour tous ceux qui vont manipuler les données. C'est le cadre de la TRAC qui passe en décret. Donc on a juste rappelé là parce que je pense qu'il est important, quand vous allez avoir des procédures d'appel d'offres, etc., il faudra s'assurer que les assistances à maîtrise d'ouvrage utilisent les données qui sont en ligne, etc. Et puis tout le monde peut utiliser les données, il y a un travail qui a été fait en ce sens. Il y a un point important qui est le point 2, qui est effectivement, il y a des actualisations qui peuvent être possibles. Donc évidemment, s'il y a des changements, des inflexions qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent arriver dans la géopolitique, et il y aura probablement des travaux de mise à jour qui vont être opérés. L'idée, c'est qu'il faut quand même arriver à décrire la stratégie d'adaptation sur le scénario médian, dont a parlé Jérémy. Mais voilà, une fois qu'on a cette vision pour la TRAC à 2,7 2100 pour la Martinique, il y aura possibilité de mise à jour. Et puis les exercices intercomparaison, les CELIPSIS, les exercices intercomparaison routiers, se poursuivent. Donc voilà, il y a toujours une veille sur ces résultats-là.
Enfin, sur les perspectives, donc Jérémy l'a un peu abordé en fait. Nous, aujourd'hui, il est très difficile pour nous d'être exhaustifs, mais l'idée c'est de vous dire, voilà, les données sont là, les projections ont été faites, et il y a un ensemble d'impacts sectoriels qu'il faut fouiller dans vos domaines de compétences. Voilà. Dans le public, il y a des gens qui ont besoin de l'information pour prendre des décisions, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de la connaissance pour ajuster la décision. Donc depuis quelques années, on a un peu mis l'accent sur la santé, l'an dernier d'ailleurs c'était climat et santé, sur la ressource en eau, et puis sur l'agriculture. Donc on a un déclic agriculture le 23 avril au Grand Mans. Donc on va vraiment faire focus sur les indicateurs clés par rapport aux enjeux, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation. Sur la santé, alors Jérémy l'a un peu évoqué, pour vous dire ce qu'on est en train de faire, c'est que il y a tout un pan de choses qu'on n'imaginait même pas. Donc c'est d'ailleurs pourquoi on cherche à travailler avec plein d'acteurs. Typiquement, quand on dit que les températures augmentent et que les jours chauds sont plus présents un tiers de l'année, en fait, ce qu'on n'imagine pas, je vais vous donner un exemple, dans le golfe Persique, qui est très dans l'actualité aujourd'hui, un des problèmes de santé publique qu'ils ont au Qatar, à Dubaï, c'est que les gens sont sédentaires. Les gens sont peu, en fait. Et moi, j'ai vécu pas mal de temps là-bas. En fait, on passe de la voiture climatisée à sa maison, puis on va au mall, puis on va au bureau. Et cette sédentarité, c'est aussi un problème de santé publique. Voilà. Je l'ai évoqué précédemment. Donc il y a la question de l'hyperthermie, c'est-à-dire que quand on sort dehors, ça va être difficile pour certains, notamment les personnes âgées. Mais il y a aussi la question de la sédentarité. Voilà. Un petit exemple parmi d'autres. Il y a aussi des études qui sortent sur la santé mentale. Effectivement, les fortes chaleurs et la persistance des nuits chaudes, selon les individus, on le vit plus ou moins bien. On voit que la question de santé, c'est un vrai sujet. Il y a plein d'acteurs associatifs et médecins qui travaillent sur le sujet. On est très content de pouvoir appuyer ça. Sur l'agriculture, donc on est en train d'accélérer. Donc on a fait un travail exploratoire sur température, précipitation et bioagresseurs. Donc Jérémy a commencé il y a 2 ans. On va continuer, donc toutes les types de bêtes qui viennent embêter et impacter quand même sensiblement la productivité. Donc ça veut dire que quand on se projette sur une production endogène, il ne faut pas qu'on oublie le changement climatique, sinon on raconte des histoires. Voilà. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura des questions de rentabilité, de rendement. Il y aura aussi des questions des bioagresseurs, des éléments extérieurs qui viennent ralentir la capacité de production. Donc ça, c'est des sujets qu'on va aborder. La ressource en eau, c'est ce qu'il y a le plus visible. Vous avez vu les crises de l'eau de 2024. Je pense qu'effectivement, moi j'étais un peu navré de voir que dès 2014, le scénario sous les pluies était annoncé. Et j'ai vu un peu la panique en 2024, là, où chacun envoie le truc. Bon, bref. On voit quand même qu'on n'est pas prêt sur la gestion de la ressource en eau, c'est un vrai sujet. Donc on est là pour affiner les données, analyser. Vous avez vu que Jérémy a commencé même, il a mûri un peu sa réflexion sur l'effet cumulatif, c'est-à-dire qu'on sort parfois des chiffres stricts par saison, etc. Et après c'est l'effet cumulatif qu'on n'a pas encore bien. C'est-à-dire que quand on a un mois sec et puis derrière le mois de juillet qui c'est censé recharger, il est aussi sec. Et puis qu'au final, la saison pluvieuse, qui est pluvieuse et un peu plus sèche, il y a un effet cumulatif qui est un peu dramatique. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. Et hier, j'ai eu une remarque sur la biodiversité, évidemment. Dans la question de la santé humaine, il y a le lien à la nature. La santé, il faut que la biodiversité se porte bien. En fait, il y a un équilibre qu'on perçoit quand même en Martinique, que quand la nature va mal, l'homme peut aller mal, en fait. Donc cette espèce de circularité, donc la biodiversité, on va beaucoup travailler avec eux. Et on est content parce qu'on a des données à 2,5 km de résolution. C'est là que sont les enjeux, mais c'est même plus bas, parce qu'on veut parler de 100 mètres ou des choses comme ça, mais bon, on n'y est pas encore. Mais déjà, on est mieux qu'avant, voilà, sur ce sujet-là. Donc c'est juste pour vous dire que c'est le début de quelque chose, et les analyses d'impact et les perspectives sont au début. Voilà. Et puis évidemment, on ne peut pas tout dire en quelques slides. Donc si vous avez des questions complémentaires, des regrets,
C'est une équipe, donc il y a Marine Bresto qui est en Guyane, et Jérémy et moi, donc on répond aux enjeux Saint-Martin, Saint-Barth, Guadeloupe, Martinique et Guyane, voilà, en lien avec nos collègues aussi de l'Hexagone, en lien avec nos collègues de l'océan Indien. On a beaucoup d'amitié maintenant avec les collègues de La Réunion, de Polynésie. Bon, c'était un beau projet, voilà. Et c'est intéressant de voir que les territoires insulaires français, les outre-mer, comme on dit, on a quand même pas mal de sujets en commun, et la réflexion sur ces projections-là se font ensemble, voilà, avec des géographies différentes, des enjeux sociaux différents, une démographie qui augmente dans certains territoires et qui a des croissances avec le vieillissement de la population dans d'autres, par exemple. Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Très bien exposé sur la disponibilité de la donnée diagnostique. Attendez, excusez-moi. On a des personnes en distanciel, donc on vous demande de bien parler dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'elles puissent écouter les questions. En termes de disponibilité de données, le site, j'ai vu Diag Climat, c'est ça, sur la diapo. C'est vous qui gérez les habilitations. Enfin, non, on va sur le site et on consomme, quoi. En fait, vous créez un identifiant, donc votre adresse mail, etc. Ah, Climadiac, pas du tout. C'est seulement pour DRIAS, mais vraiment pour la disponibilité en données, pour télécharger la donnée vraiment des projections climatiques. Là, vous devez créer un identifiant et vous allez sur le portail de DRIAS et vous pouvez tout télécharger. En fait, il y a deux frontales. Il y a une frontale sur la donnée, puisqu'il y a des géomaticiens, des bureaux d'études, chacun dans son domaine de compétences. Et là, c'est effectivement DRIAS. Là, on se crée un compte, comme on fait pour plein de choses dans la vie, login, password, et après on rentre et on récupère les données. Ils sont dans des formats divers pour les scientifiques, mais aussi des formats pour les géomaticiens. Et puis, nous, on fait un peu d'accompagnement quand même, parce qu'on est dans cette phase transitoire, donc s'il y a des questions, on pourra y répondre. Et votre autre question, qui est plus précise, c'est Climadiag, commune. Là, c'est des outils de diagnostic. Le fait d'avoir fait ce travail commun fait que les Climadiag, là, c'est en un clic, vraiment pour le profane. Donc, horizon 2050-2100, qu'est-ce qui se passe dans ma commune? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des températures plutôt à 26. En 2050, mon quotidien, ce sera la majorité du temps quelle température? Voilà, ce genre de questions-là. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui sont listés, la température, les précipitations, on va même plus loin. On a même repris des éléments sur la partie élévation du niveau de la mer qui sont produits par le BRGM. Et puis les indicateurs, ce qui est bien, c'est que, par exemple, le nombre de jours consécutifs avec précipitation, sans précipitation, en fait, on est qu'au début des indicateurs et chacun répond à un enjeu différent. Alors, donc ça, je pense que c'est un des gros changements qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le profane, le citoyen, n'importe qui peut aller se faire une idée de ce qui se passe dans sa commune. Et l'année prochaine, on va ouvrir le Climadiag Agriculture avec un certain nombre de choix en fonction de l'écoute qu'on aura faite avec les agriculteurs des territoires pour répondre aux enjeux prioritaires. Pour l'instant, là, il y a un petit diagnostic quand même côté agriculture sur canne et tubercules. On a fait un choix un peu ouvert, justement. Et l'année prochaine, on verra d'être plus exhaustif en fonction de ce qu'on aura vu par territoire. Par exemple, je crois qu'en Guyane, c'était quoi? Manioc et banane, je crois. Voilà. Il y a des choix un peu différents qui sont dictés dans les échanges qu'on a sur les stratégies avec les différentes directions ou les écoutes terrain qu'on fait. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention et pour toutes ces données qu'on va essayer de promouvoir au maximum en tant qu'association, parce que voilà, on commence à avoir du concret pour que chacun se prépare mieux. J'avais une question, étant donné qu'on est nous dans la zone Caraïbes, est-ce que le modèle américain, déjà, est-ce que vous travaillez avec les données qui sont peut-être reproduites par les États-Unis, puisque sur la Caraïbe, il y a une partie, on le sait, on regardait tous sur NHC pendant longtemps sur la saison cyclonique, et donc il y a cette question-là, sur le reste de la Caraïbe aussi, des territoires qui peuvent avoir d'autres données, pour vraiment travailler au niveau régional.
Et est-ce que le Doge, ce qu'il y a eu avec, à un moment donné, on n'a plus accès carrément aux données, la politique climatique américaine, on sait que justement il y a eu un changement un peu radical apparemment. Et est-ce que ça a un impact sur les données que vous pouvez récupérer, sur les modélisations que vous pouvez faire Alors, il y a plusieurs questions à votre question. Alors, là, on est vraiment dans le monde du climat. Donc, la partie météo, effectivement, il y a eu des questionnements opérationnels sur ce que les Américains allaient faire sur la saison cyclonique. On parle météo, là, du coup, dans la politique actuelle. Bon, finalement, on a appris que une partie des collègues sont allés à Mexico cette année. Il y avait donc, le comité des ouragans. Les Américains, ils n'ont pas relâché, ils vont être présents. Donc, probablement qu'il y a eu une volonté de bloquer. Et, par contre, ils ont changé de stratégie. Ça veut dire qu'il y aura un coup probablement derrière. C'est que le NHC a fait une joint venture avec Google Mind. Enfin, toute la partie IA, tout le monde IA de Google. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour améliorer Les résultats sont spectaculaires. Hein. Mais ça veut dire aussi que s'il y aura des incidences, à mon avis, sur comment Facturation, ça va être facturé. Oui, non, alors je ne sais pas, mais il y aura des incidences aussi sur la RH, pour être concret. C'est-à-dire que quand le système d'apprentissage profond donne des résultats comme ça, mettre autant de chercheurs sur la partie modélisation numérique, voilà. Donc il y aura certainement des incidences. Donc ça c'est la partie météo. Je pense que je vais répondre un petit bout de la question, mais voilà, par rapport aux Américains. Alors pour la question climatique, aujourd'hui, depuis, en fait, la question du changement climatique, elle est mondiale avec des exercices d'intercomparaison. Là, quand on parle de 27 modèles, je ne sais même pas si c'est américain, enfin, il y a un peu tout là-dedans, en fait. Et c'est en fait tous les pays qui produisent la modélisation, les données sont en ligne, voilà. Donc il y a de l'européen, il y a de l'américain, il y a du UCAMET, enfin il y a Serfax, il y a la NOAA, enfin voilà, on ne s'est pas posé la question, on a pris les mieux résolus, les plus performants. Donc globalement, il y a sur ce volet-là, de production de connaissances climat, même si on peut dire que les chercheurs sont vraiment bousculés par l'administration actuelle, on ne peut pas non plus raconter l'histoire. Il se trouve qu'au niveau calendaire, les données du dernier CNI, dernier service d'intercomparaison, sont là. Et les Américains, donc je ne sais pas si le prochain exercice d'intercomparaison arrivera à la même forte contribution américaine. Ça, c'est une vraie question. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait là, on ne s'est pas posé la question. Donc en gros, on est clairement dans le monde et dans la Caraïbe, si c'était ça la question. Donc les voisins des îles utilisent les mêmes... ils n'ont pas fait cet exercice-là. Hein. Clairement, par exemple, les 27 simulations régionalisées qu'on a, c'est typiquement des choses qui vont au-delà de la coopération régionale aussi. On n'avait pas complètement avant. Bon, après, est-ce qu'on aura les moyens de répondre à tous ceux qui vont nous solliciter en même temps faire de la coopération régionale? Voilà, c'est un autre sujet, mais en tout cas, les données sont là. C'est-à-dire qu'il y a un exercice avec Socle qui permet de pouvoir, avec une vision caribéenne, d'échanger avec les voisins. Le domaine géographique a été montré. On a fait en sorte quand même que même les îles, les grandes Antilles sont prises, Haïti en particulier. Il y a eu beaucoup de discussions parce qu'il y a des coûts de calcul derrière. Mais on a pris Haïti par exemple, pour se dire que voilà, s'il faut échanger demain avec mettre les données à disposition d'Haïti, on va le faire, voilà, etc. Donc je pense que j'ai répondu à tout là, entre la partie météo. Donc oui, donc les données sont internationales, on les a toutes récupérées. Alors on n'a jamais regardé ce qui est américain, ce qui n'est pas, mais on peut dire ça à l'occasion. Voilà. J'enchaîne concrètement là, alors qu'on voit toutes ces problématiques d'augmentation de température, de baisse de ressources en eau. On est en 2026, on voit les projections 2030-2040. Est-ce que ces éléments-là, il faut absolument que vous soyez connectés avec l'ADA, la DAH, pour qu'ils puissent adapter. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, on est sur des normes de construction dans le bâtiment qui est la RTA DON 2016, qui donne une performance de basse consommation lorsqu'on construit du neuf, etc. C'est un label qu'on a dans le territoire ultramarin qui garantit que le bien il est quasiment neutre énergétiquement par rapport à un DPE, qui a aussi une performance énergétique. Est-ce qu'avec ces données-là, une norme comme ça, pour moi, dans 5 ans, c'est désuet, c'est casuel. Il faudrait que les politiques et les entreprises, tout le modèle tissu, tout l'écosystème, on accompagne justement
ces transitions et ces adaptations-là qui vont venir là, dans 5-6 ans, parce que c'est pas que les normes, si on continue à construire comme il y a 10 ans, on ne sera pas adapté à ce qui... le mur est déjà là. Donc voilà, il faut absolument que ce soit... tout ce qui est diffusé là soit communiqué, pris par la CTM, la DAF, la ADA, etc., et qu'on injecte les fonds, parce que des fois les ressources financières sont là, mais on n'a pas souvent d'appel à projet, de transformation significatif, on reste un peu on attend, on est dans l'attente, on va gérer. Même sur un logement individuel, c'est pas normal qu'en termes de les chasses d'eau, il y a beaucoup de logements individuels où on utilise l'eau pour la chasse d'eau, pour les besoins urinés, etc. Donc ça, il faut changer de modèle d'ici 5 ans. Il faut l'optimiser, la ressource. Oui, donc comme on dit, chacun amène son domaine de compétences. Donc là, effectivement, la stratégie de communication qu'on a, elle est forte en fait. Il faut vraiment qu'on communique, ça diffuse, qu'il y ait des relais de diffusion. C'est pour ça qu'on vient dans des événements comme ça, hein. C'est parce que voilà, on n'est pas super bon des fois pour communiquer, mais il y a des gens qui le font mieux que nous, donc ils récupèrent les résultats. Ils disent, vous avez vu qu'il y a un décret qui dit que, voilà, et voilà les données de référence. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. Mais il faut clairement que les données soient mobilisées par l'ensemble des acteurs. Et puis ensuite, il faut un déclic, hein, c'est ça le mot-clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête de se cacher son petit doigt et que chacun, dans son domaine de responsabilité, soit capable de décliner une adaptation, une stratégie qui permette en fait la sécurité des personnes et c'est des biens. Donc vous avez évoqué les biens, mais voilà, c'est partie des personnes. Voilà. Alors je donne un exemple. Nous aussi, on a ces questions-là, Météo France, météorologie. Parce que, en fait, si la vigilance de l'ex-submersion qu'on a mise en place en 2020, c'est pas 2021, en fait, elle est déjà c'est vraiment une stratégie d'adaptation. Avant, on parlait de l'état de mer côtier, donc ceux qui allaient faire du bateau, c'était content, mais là, on a changé la donne. On vous donne, on n'est pas super bon comme on progresse, on vous donne le risque d'inondation côtière. Parce qu'effectivement, dans un climat changeant avec une élévation moyenne du niveau de la mer, ce qui se passe aujourd'hui au Carbet, on voit que la route elle est coupée plus souvent en fait. Et dans tous les échanges qu'on a internationaux, il y a ce phénomène qu'on appelle d'inondation chronique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans le monde qui sont sous l'eau plus souvent que... Voilà. Et nous, ça va rentrer dans notre quotidien, donc nous aussi, on doit changer notre système de vigilance. On travaille avec Jérémy sur la mise en place d'une vigilance sur les fortes chaleurs. Il y a le collègue de Guadeloupe qui nous a rappelé, c'est David, qu'il y a eu effectivement des décès en Guadeloupe en septembre 2023 liés à la forte chaleur, attestés par l'ARS. Donc ça veut dire que là, on est en train de mettre... Alors, toutes les autorités reçoivent déjà nos prévisions d'indice de confort thermique depuis fin 2023. On a répondu rapidement. Et là, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une vigilance ou une météo des fortes chaleurs pour attirer l'attention, donc avec Santé publique France et les ARS, attirer l'attention des gens au moment des pics. Et un sujet additionnel qui est qu'on ne connaît pas assez le microclimat et on ne sait pas assez la différence de température qu'il peut avoir entre Dillon et Redoute, entre la basse ville et les Mornes. Et ça ne peut pas durer. Morne Rouge, Fort-de-France, vous avez des écarts. Voilà, donc oui, mais ça c'est avéré, mais justement à la micro-échelle. Morne Rouge, ça on l'a. Mais entre le haut de Fort-de-France et le bas de Fort-de-France, les gens qui sont à Dillon, donc ça me permet d'embrayer sur le volet social, les gens qui sont à Dillon, à mon avis, ils vivent déjà les températures un peu au-delà de ce qu'on voit affiché à la télé ou sur nos cartes. Et ça, il faut l'objectiver. Donc on travaille beaucoup sur la surchauffe urbaine, dans laquelle on inclut l'indice de confort thermique, c'est-à-dire le confort thermique, ce que les gens ressentent, le risque d'hyperthermie, mais également l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire ces petites différences, petites ou grandes différences entre certaines zones géographiques. La notion d'îlot de chaleur urbain, c'est assez vieux. C'est apparu sur des cartes de Londres il y a plusieurs dizaines d'années, presque siècle, où on montrait des différences entre le centre de ville et la périphérie. Donc nous, on n'a pas trop cette connaissance et il faut qu'on l'ait. Et effectivement, chaque fois que je passe à côté de Dillon, je vois ces bars à côté et je vois qu'il n'y a pas tant
enfin, c'est pas si rafraîchi que ça. Il y a même des bars derrière des bars. Il y a une vraie souffrance en fait, je pense. Donc on est en train de travailler là avec des géographes de la santé sur cette question-là. Et il y a Anaïs qui est avec nous depuis 2 ans en Master 1, Master 2, qui est en train de travailler avec Santé publique France, CNRS, sur ce sujet-là. Ça veut dire que quand on va communiquer sur ces météos forte chaleur ou vigilance, il faut que nos prévisionnistes ils sachent qu'il y a des endroits où c'est pire que ce qu'ils disent au niveau macro. Mais il faut communiquer avec les organismes d'échelle qui ont en gestion de ces parcs pour faire justement les travaux, envisager les travaux à venir. Ah, bien sûr. Parce que c'est quand même eux les gestionnaires de ce parc-là. Bien sûr, oui. Et de leur donner les indices de confort technique pour qu'ils puissent provisionner Bien sûr. et faire les travaux de rénovation, énergétique à venir. Je saisis la balle au Un bon. échange. La prochaine fois, Végétalisation, etc. je saisis cette balle au bon. Le prochain échange comme ça, n'hésitez pas à inviter ces personnes-là vous-même, parce qu'il ne faut pas que ça vienne de nous, il faut que ça vienne de vous et leur dire l'importance pour eux d'être là. Vous devez absolument, et c'est là le relais qui est hyper important, c'est que nous, on est arrivé à vous convaincre, et peut-être que vous êtes venus parce qu'il y a d'autres personnes que nous qui sont arrivées à vous convaincre, mais c'est comme ça, en fait, par capillarité que ça marche, par essaimage, justement. Et c'est vous qui êtes les mieux placés pour ça. On va prendre 3 dernières questions. Il y en a 2 là. Il y a Fanny, il y a Anne qui a une question, et moi, j'ai une question. Je vais prendre. Brice, excuse-moi. Alors, je vais poser, Fanny et Anne vont poser leurs questions, et puis je vous laisse la réponse. Alors, merci beaucoup pour ces présentations, et c'est vraiment très très utile d'avoir des données sur la Martinique. Je rebondis sur ce qui a été dit par rapport aux îlots de chaleur urbains. Vous êtes, a priori, c'est en cours, ça à venir, mais c'est vrai que c'est super aussi important de pouvoir présenter des chiffres, si vous avez la possibilité de prendre ces mesures-là sur ces différences de température dans 2 zones à proximité, entre une zone qui est très imperméabilisée et une zone qui est très végétalisée, parce que ça donne aussi des arguments quand on est face à des aménageurs ou face à des urbanistes qui veulent tout imperméabiliser et qui ne comprennent pas pourquoi, même si moi c'est plus par rapport aux problématiques d'inondation et de ruissellement, mais c'est des co-bénéfices qui sont très importants à mettre en avant quand on est face à ces aménageurs-là. Donc voilà, je suis preneuse quand vous aurez ces données-là. Sinon, mes questions, c'était par rapport Alors, vous avez dit que vous avez axé vos recherches dernièrement sur 3 points. Il y en avait un, c'était la santé, que vous allez présenter demain, si je comprends bien. L'autre, c'est l'agriculture, que vous allez présenter en avril. Et il me semble que vous avez dit que le 3e, c'était la ressource en eau. Est-ce que c'est des choses que vous avez prévu de présenter prochainement aussi? Est-ce qu'il y a des données qui sont déjà disponibles? Alors, sur la partie santé, je disais que c'était le déclic de l'an dernier. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté les travaux, ça veut dire que l'an dernier, ça nous a permis d'écouter, de voir un peu les acteurs, et puis maintenant de lier avec les acteurs de la santé, et on continue. La ressource en eau, c'était d'avant, bon, c'est cette année, ressource en eau. C'est cette année. Voilà. Bon, ça veut dire effectivement que nous, on mène de front, on est obligé, puis on n'est pas nombreux, il faut bien traiter les sujets en parallèle. Donc on mène de front plusieurs sujets, on en a pris 3. Ça veut dire qu'on peut accompagner les acteurs de la biodiversité ou faire du co-encadrement de ressources spécialisées, par exemple quelqu'un qui est spécialisé sur un sujet et qu'on peut encadrer pour l'utilisation des données, pour analyser les données, etc. Enfin, on peut accompagner. Et voilà, bon, après, j'ai pas de silo fermé, hein, je ne sais pas si... Enfin, nous, on mène des sujets de fond. C'est juste que chaque sujet a une spécialité. Voilà, à un moment donné, c'est comme aujourd'hui. Voilà, là, par exemple, si pour rebondir là, sur la question de la santé, tu as parlé des îlots de chaleur urbains. Nous, il nous faut un petit peu de temps pour modéliser les îlots de chaleur urbains. Il y a des hyper spécialistes, je ne sais pas si vous regardez les études qu'il y a à Lyon, enfin, c'est des trucs de fou, quoi, les modélisations qu'ils font. Nous, même déjà observer, utiliser des produits satellitaires qui permettent de diagnostiquer et de voir les différences. Voilà, on est là-dedans en ce moment. Donc l'approche qu'on a eue, c'est quand même une approche sociale.
c'est de se dire, quoi, le temps qu'on modélise, qu'on essaye, parce que ça, il y a les projections, et puis après il y a les modélisations plus fines à l'échelle de la ville, le temps qu'il y ait une vraie ingénierie sur la partie climat urbain dans nos territoires, qu'est-ce qui se passe socialement? Donc on a lancé cette étude l'an dernier sur le terrain. Donc, à la fois il y a une étude grand public et puis avec un questionnaire qui a été envoyé, qui était en ligne, et puis également des enquêtes terrain. Donc ça c'est le travail du stagiaire avec le CNRS, Santé publique France, et puis Ville Caraïbes, qui est le centre de ressources de la ville de Fort-de-France. Donc voilà. L'idée c'est que même si on n'est pas encore en capacité de vous donner des valeurs précises sur les températures, parce que par exemple Fort-de-France n'est pas instrumenté sur la différence entre Ouillard-Ragout et puis je sais pas le boulevard Général de Gaulle. Enfin, il y a probablement des différences entre le bord de mer et puis voilà. On est très loin de l'instrumentation de la connaissance fine du climat urbain aujourd'hui. C'est un sujet qui a été complètement ignoré par les politiques publiques et par la science, et qui est en train de démarrer avec l'ADEME d'ailleurs, qui a l'air de bien identifier ce sujet aujourd'hui pour les Outre-mer en général. Donc nous, puisqu'on n'est pas encore complètement instrumenté, on peut quand même aller discuter avec les gens, avoir leur ressenti. Et ça, c'est une enquête sociale qui a été menée par Anaïs Messager, qui est présente ici. Il y a quelques résultats clés. Je vais dire 86% des gens considèrent que les fortes chaleurs impactent leur santé. Voilà. Ça, je pense que c'est suffisamment important pour dire que il y a effectivement 381 répondants. C'est pas mal, on ne pensait pas tant. Il y a des limites statistiques de ça, mais c'est quand même un premier chiffre. Donc c'est une enquête qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, qui a circulé, qui est toujours en ligne. Donc Anaya a fait une première version en juin 2025 et qui a mis à jour, on est passé de 250 à 381. Voilà, donc on va continuer à réactualiser. Donc, et donc aussi, autre chiffre, c'est que ou pas un chiffre, mais c'est cette phrase, parce que dans les sciences sociales, il y a les stats, les nombres, on va faire la transition comme ça, hein. Et puis après, il y a aussi ce que les gens ressentent, la perception. Ça, c'est important. Et la perception, c'est... Avant, j'avais seulement chaud que l'après-midi. Maintenant, c'est tout le temps. Voilà. Ça paraît pas de la science, mais oui, mais c'est de la science, c'est de la science humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas vous dire combien de gens disent ça, mais il suffit qu'il y en ait suffisamment. Enfin, on va dire une vie est une vie. Voilà. On va considérer les choses comme ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie perception qui a un changement. J'imagine que vous aussi, moi aussi, à la maison, je l'entends. Et là, la phrase importante, et Jérémy l'a traduite en fait dans ces chiffres, même le matin maintenant il fait chaud. Vous voyez les sciences sociales, c'est que ça fait, c'est qu'on s'est embêté pendant 2 ans à faire de la modélisation. Il y a quelqu'un qui me dit, mais même le matin j'ai chaud. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire une autre manière d'aborder les choses, c'est aussi de voir le vécu, de voir comment les gens vivent les choses. Et puis, autre aspect, donc on voit des cartes tout à l'heure que Jérémy présentait, on a en fait des aspects un peu cumulatifs, c'est-à-dire que dans un quartier comme Dillon en particulier, on a à la fois une population vieillissante, on a des bâtiments qui ont été construits, où il y a même des gens qui se vantent de les avoir réalisés, mais qui sont vraiment des bouilloires, quoi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment chaud à l'intérieur de certaines habitations. Et puis en plus, les gens ont du mal à joindre les deux bouts, donc ils ne vont pas acheter une clim. Sachant que la clim contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Bon, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a des enjeux de santé publique dans certaines zones qui ne sont pas vraiment encore dénombrés. Et sur lesquels il faut continuer à travailler. Bon, et là, je parle de Fort-de-France, évidemment, il y a des gens qui vont nous dire que c'est pas bien. Il y a aussi Sainte-Marie, il y a une géographie territoriale où il y a des précarités sociales importantes. Quand on a 29% des personnes en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas un chiffre presque le double que du national.
ne peut pas juste passer au-dessus de ça et puis se dire qu'il ne se passe rien, en fait. Voilà. Donc, si les collègues du CNRS étaient là, ils vous diraient que oui, les sciences sociales ont rencontré les sciences du climat en Martinique et on est en train de peut-être prioriser aussi par rapport à ça. Parce que comme on ne peut pas tout faire en même temps, on va faire là où on pense qu'il y a des risques létaux importants. Voilà. Super. Alors, je vais essayer de te résumer les 3 questions qui restent. Oui. C'est sur les pluies extrêmes, d'accord, sur les marées, les effets de marée, lorsqu'il y a de fortes inondations, comme par exemple au François il y a quelques années avec les fortes marées, mais aussi à Rivière-Salée. Donc, est-ce que c'est modélisé? Est-ce que c'est pris en compte dans les modèles? Et une question aussi qui rejoint ce dont tu viens de parler. On entend beaucoup, on lit noyade là, de plus en plus. On a l'impression que c'est de plus en plus, on s'est passé à son lit de plus en avant, on ne connaît pas les causes derrière. Donc on entend des noyades, on entend des accidents mortels au travail, sur des chantiers, sur le secteur agricole. Mais on ne sait pas s'il y a un lien ou pas, parce que d'ailleurs, ce n'est pas du tout interrogé. Est-ce qu'il y aurait un lien avec les fortes chaleurs? Donc, c'est ma question. C'est à quel moment est-ce qu'on va s'interroger sur le fait que, tu l'as dit, des gens souffrent déjà, mais sur le fait que ça arrive jusqu'à la mortalité. Et tu as parlé de chaleur aussi, cette chaleur au travail. Elle est documentée de par le monde, elle est documentée aussi sur notre zone. On sait que c'est un très gros problème pour le travail en extérieur. Quel est le degré de prise de conscience à la fois des donneurs d'ordre, qui envoient les personnes travailler dans ces conditions, et de surveillance? Une question. Alors, sur les pluies au début, c'est vrai qu'on a un signal vraiment sur la question de l'assèchement, moins de pluie, une sécheresse plus sévère, et puis moins de pluie pendant la saison qui sont surchargées. Donc tout ça, ça va demander des travaux, d'impact sur la ressource en eau, des dynamiques sont un peu différentes, mais globalement, on les a un peu brossées. Il y a une question qui revient souvent, mais est-ce qu'on aura toujours des phénomènes extrêmes? Je pense que c'est ça, est-ce qu'on aura toujours des phénomènes de pluie extrêmes, type Fiona, 100 mm en 1 heure? Oui, en fait. Alors, la traque ne traite pas de ça, parce que les modèles, globalement, on donne des signatures sur la sécheresse, sur un assèchement, et effectivement, on est obligé d'aller chercher assez bas pour traiter ces phénomènes-là, et on aura probablement des travaux supplémentaires sur les pluies extrêmes. Mais en fait, il y a quand même une signature globalement sur la question hydrométéorologique annuelle, c'est-à-dire que même s'il y aura des phénomènes de pluies extrêmes dans l'année, quand on fera le bilan, pensez à 2024. On a souffert pendant 6 mois avec un débat médiatique sur la sécheresse. Vous savez qu'à la fin de l'année, on était au-dessus des normales. C'est-à-dire qu'on a rattrapé, on n'était pas au-dessus, franchement, proche des normales, on va dire. On a rattrapé en quelques mois, donc la vision annuelle et la vision infra-annuelle, c'est 2 choses différentes. Voilà, donc oui, il y aura des épisodes de pluie fortes. Oui, parce que aujourd'hui, une onde tropicale dans un environnement océanique avec des températures aussi élevées est beaucoup plus chargée en pluie qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et qu'il suffit qu'elle atterrisse pour que ce soit Fiona. Donc Fiona est au stade de dépression, tempête, je ne sais plus. Mais on n'avait jamais vu ça en Guadeloupe. 100 mm en 1 heure. Donc 100 litres d'eau sur 1 mètre carré en 1 heure. Donc c'est énorme en fait. Donc effectivement, là la machine est un peu aux extrêmes. Et après, ce signal de fond quand même vers la sécheresse doit interroger sur la gestion de la ressource. C'est là qu'il y a beaucoup de travail. C'est la planification, la gestion. Quand on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, parce que il y a beaucoup de pays du monde qui sont confrontés à ça. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on en a beaucoup à un certain moment, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis on n'en a pas du tout le reste de l'année. Dans quelle stratégie on est? On n'est pas les mieux placés pour réfléchir. Voilà, pas clair. Après, je reviens à la question de la santé. En fait, la question que tu posais, c'était finalement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait ou...
qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se passe, ce qui se passe vraiment. Oui, voilà. Tu vois, Alors, et, oui, excuse-moi, ça y est, ça revient. Alors, quand on regarde un peu dans la production scientifique, qui d'ailleurs, n'est pour ça que les sciences, il ne faut pas les cloisonner en fait. Là, on est obligé de. Enfin, j'ai une intuition, mais bon, surtout que je fais les deux. Mais bon, les sciences humaines et les sciences dures. Il ne faut pas les cloisonner parce que là, typiquement, pour la question de la santé, bon, j'ai lu beaucoup de choses des Canadiens. Alors, c'est bizarre, mais les Canadiens, ils ont beaucoup réfléchi à climat et santé. Et ils ont vraiment analysé tous les risques sanitaires et la question de l'AVC. Enfin, il y a effectivement des liens assez forts. Il y a la question de la gestion des dialyses. Enfin, il y a énormément d'analyses fines dans son domaine de spécialité qui découlent de la question du climat et santé. Et aujourd'hui, effectivement, on est un petit peu dans une confusion qui est en train de se structurer, parce que je vois quand même qu'il y a One Health, il y a des associations, il y a des médecins, il y a plein d'acteurs qui ont envie de structurer la décision. Il faut qu'on soit capable, en fin d'année, de dire combien de victimes on a eu potentiellement de l'hyperthermie. Ça, c'est ça le sujet. Et il y a les victimes directes, mais il y a les indirectes, parce qu'il y a des gens dont les symptômes vont s'aggraver de manière insidieuse et puis qui vont les conduire à l'issue fatale, par exemple. Il y a énormément de... C'est assez complexe, en fait. Est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir toutes les études finalisées, des certitudes pour l'alerte, pour en fait préparer au niveau des collectivités, au niveau de nous-mêmes, en fait, des entreprises, de tous les acteurs, pour préparer des messages d'alerte? Il vaut mieux alerter pour rien plutôt que de se dire au final, mince, si on avait alerté, peut-être qu'on aurait eu 3 fois moins. Alors, c'est vrai que moi je vois des entreprises, je crois qu'il y avait des gens du Grand Port ici, non? Aujourd'hui, je me rappelle plus. Alors oui, il était censé venir, peut-être qu'ils sont visio, je ne sais pas. Voilà. Moi je vois des entreprises qui s'intéressent à la question des travailleurs extérieurs. L'agriculture est en train de se poser le sujet, je pense que c'est important. D'ailleurs, les horaires, il faut savoir quand on discute avec les agriculteurs, ils ont changé leurs horaires de travail. Ils commencent plus tôt, ils finissent à 10h, certains 10h30. De là, ils ne peuvent plus en fait, ils peuvent plus, ils sont entre la fatigue, ils ne peuvent plus. Donc il y a déjà des gens qui intègrent de manière silencieuse. Et puis il y a aussi des entreprises qui ont vu qu'ils ont des prestataires, qu'ils ont des travailleurs en milieu extérieur, et que ça a des incidences sur la qualité de vie, les conditions de travail, comme on dit maintenant. Et j'en ai montré l'an dernier, ou c'est Jérémy qui avait montré l'an dernier, qu'il y avait une étude sur le fait qu'il y a plus d'arrêts de travail liés aux fortes chaleurs. Et ça, il y a déjà dans des espaces continentaux, on voit que tous les travailleurs, ceux qui travaillent à construire, qui sont en extérieur, quel que soit leur domaine de compétences, sur les routes ou le bâtiment, il y a des incidences. Donc ça veut dire que c'est un coût sur le travail, c'est un coût sur la planification, et tous ceux qui se projettent dans les réalisations avec des engagements, des contrats de réalisation, quand les humains qui travaillent ne peuvent plus, il faut qu'ils en tiennent compte. Voilà. Donc, oui, mais je pense qu'il y a plusieurs entreprises, sans les connaître de manière exhaustive, qui sont déjà conscientes de ça. Par exemple, je sais que dans certains garages automobiles, ils ont des réflexions sur le sujet. Je ne sais pas le détail, mais ils se posent la question des températures perçues, ressenties, et à partir de quelle température il faut s'arrêter. Donc il y a des choses qui seront profondément internes à chaque entreprise, mais l'information externe pour que chacun se mette en vigilance, ça, c'est ce qu'on va faire aboutir, sur lequel on travaille avec les acteurs de la santé. Merci beaucoup. Merci, je pense que ça va plaisir. Merci beaucoup. Tout ça, alors juste sur le dernier point, la chaleur, la systémique que ça prend, vous voyez bien que ça infuse dans absolument toute l'organisation, tout le déroulé, que l'on regarde les choses au niveau d'un territoire, d'une commune, que l'on regarde les choses au niveau d'une entreprise ou d'une association. Et donc là, vous voyez que c'est tous les pôles d'équilibre de l'entreprise sont bougés. Que ce soit le logistique, que ce soit l'opérationnel, que ce soit l'humain.
et que ce soit le financier. Absolument tous sont secoués de manière insidieuse, parfois de manière silencieuse, j'aime bien, avec des signaux faibles, mais qui, au final, aboutissent aussi à moins de résultats à la fin. Ok, eh bien, merci beaucoup pour ce moment. On va faire la suite. Je te laisse annoncer la suite, David, s'il te plaît.